poser une question, peut-être que vous allez trouver un peu saugrenue, mais l'intervention de Madame me donne des forces pour aller plus loin, et qui est que, au fond, qu'est-ce qui sépare, si ce n'est le temps, qu'est-ce qui sépare vraiment les arts tribaux des arts populaires d'avant les industries culturelles, hein? Parce que vous avez tous parlé de Breton, et que Breton a parlé de la beauté convulsive de choses populaires, des masques que les gens faisaient et jetaient pour faire des matachines, et des choses tout à fait hybrides, puisque ces matachines, elles sont indiens, elles sont espagnols, etc. Bon, peu importe. Si on avait parlé au lieu du mur de Breton des maisons de Pablo Neruda et des collections, peut-être que la discussion aurait pris d'autres voies. Mais c'est vrai qu'il faut aller au Chili. Je crois qu'il n'y a pas de livre sur ces collections. Et si on ne les voit pas, bon, parce que là, il y a un mélange tout à fait étonnant. Et je crois que ce qui donne de l'émotion, et on revient peut-être à quelque chose, un sentiment esthétique ou artistique, que sais-je, c'est le travail de la main. Et le fait que ce sont des objets uniques avant les industries culturelles. Et il me semble qu'il faudrait peut-être élargir, et Madame a parlé des broderies, je trouve que tout ce qui relève du travail de la main, souvent féminin, est quand même un tout petit peu relégué dans ces arts, pour des raisons, bon, on ne va pas historiques, mais personne ne sait presque plus faire ça. C'est tout de même quelque chose d'unique et d'une difficulté aussi grande que celle des objets. Et donc, on a des catégories, me semble-t-il, un tout petit peu trop étroites. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais c'est dommage que dans la discussion un tout petit peu qui s'est amorcée, il n'y a pas eu une sortie vers tout cela, parce que faire des choses de ses mains, aujourd'hui, c'est aussi bizarre que les choses qui ont été faites il y a déjà des siècles. Alors, il n'y a pas la patine du temps, mais il y a peut-être autre chose, la fin d'une civilisation millénaire où les gens faisaient des choses de leurs mains. Voilà, c'était simplement la question. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, on a eu cette discussion, mais je crois qu'il n'y a pas de différence, et tout de même pour la patine du temps, il y a des arts populaires très anciens. Les arts populaires ne sont pas forcément du XXe siècle. Donc, d'accord. Mais je pense qu'on avait effectivement restreint la discussion à des objets qui étaient des objets magico-religieux et qui intervenaient dans ce contexte-là, sachant qu'effectivement, peut-être que tout a une fonction et on peut réduire tout objet à sa fonction, même quand elle est magico-religieuse. Mais je pense qu'aussi, dans les collectionneurs qui collectionnent les objets magico-religieux, il y a une aspiration vers le sacré qu'on ne trouvera pas forcément dans la collection de bouteilles de verre, dans la collection de bateaux en bois d'un Pablo Neruda, qui aura une autre vision. Et c'était comme ça qu'on avait, je dirais... Et c'est vrai qu'effectivement, on n'a parlé que des collectionneurs qui avaient ces aspirations-là, oui, sachant que c'est peut-être une sous-catégorie et d'un ensemble plus large, je suis d'accord. Oui, mais moi j'ai des masques que les gens ont jetés, oui, des chiliguanos en Argentine, parce qu'après les danses, on les jette, on les détruit. Moi je les ai prises puisque c'était jeté. Et donc ça c'est... Mais ça c'est pas classé dans les... C'est pas classé dans la culture populaire. Ça c'est classé dans le magico-religieux. C'est du magico-religieux, mais les tissus, on peut discuter, hein. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des barrières fluctuantes. Tout ça, on peut en discuter. De toute manière, tout a une fonction, tout est fait avec un certain sens. Je suis bien d'accord. On parle d'art tribal, mais on est quand même plutôt un groupement d'art tribal. Allez-y. Donc, que ce soit du tabac ou des binômes tissés ou des sacs de femmes ou des marteaux à tabac ou des bijoux, qu'importe, tout ça est englobé dedans. Que ce soit très ancien
comme des sculptures en pierre de Nouvelle-Guinée qui ont 6000 ans, ou les NOC qui en ont 2005, peut-être je me trompe, mais, ou alors des objets de Nouvelle-Bretagne qui ont été faits il y a 3 ans avec des sacs de fertilisation, d'engrais en plastique qui sont au musée Linden, qui ont été collectés. Moi, j'englobe tout ça. Je ne fais pas un truc statuaire, masque, etc. Chacun collectionne ce qu'il veut. Et il y a des collections de textiles d'Asie du Sud-Est. C'est vrai que c'est plié, mais peut-être ils le placent par couleur, peut-être ils le placent par... Je ne sais pas. Mais le placement, la mise en scène, il y a une collection belge extraordinaire d'art contemporain qui est un pendant d'art primitif où il y a du textile. C'est une des plus belles collections en Europe de textile. C'est extraordinaire la façon dont c'est classé. Je vais changer, je vais sortir complètement de l'art primitif. J'ai un client qui est fabricant de chaussures orthopédiques en Belgique. Je suis descendu dans les caves voir les modèles. Chaque personne, chaque patient a sa paire, son modèle, en bois sculpté au micron près. Eh bien, il y en a 10 ou 20 000 paires. C'est suspendu par grappe, le plafond fait 1,90 m. C'est claustrophobique, ça pue. Mais on a l'impression d'être chez César ou chez Armand. C'était extraordinaire, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Et ce n'est pas de l'art, mais ça l'est devenu. Parce que c'est notre regard qui transforme cette bouteille en art. Voilà. La collection de cuillères répond aussi à la question, puisque à l'intérieur, il y en a fait de l'art populaire. Il y a un outil avec vu comme une gouge de menuisier aussi, et également des cuillères taïno. Voilà. Je crois que je vais répondre d'une autre façon aussi à votre question, justement sur art premier, enfin art populaire, art premier. C'est que j'ai pris conscience que la cuillère est vraiment comme la main. Hein. Le manche de la cuillère, c'est comme le bras. Et quand est-ce que j'ai pris conscience de ça? C'est le jour où j'ai vu sculpter un Africain. Mais les Européens faisaient pareil au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont leur bout de bois dans la main, donc brut, il faut commencer par creuser l'intérieur du cuilleron pour en faire quelque chose qui rassemble du liquide, du solide, etc., bon, mais qui peut ramasser des affaires. Donc, moi, je me suis dit, effectivement, c'est logique que, à partir d'un objet qui préfigure donc simplement la main et l'avant-bras, on peut aussi extrapoler et dire ça vient du cœur. Non, mais vous voyez, un petit peu ce que je disais tout à l'heure à propos de la Vierge qui donne à manger à son enfant. Bon, oui, ça c'est déjà c'est une approche. Il y en aura une autre qui m'échappe. Je cède la parole. Je voulais rajouter juste aussi quelque chose là-dessus. Je crois qu'on est tous là, que ce soit art tribal, art populaire. J'ai l'impression qu'on rend tous hommage comment dire, on rend témoignage de ce que l'humanité est créatrice. Et je crois qu'on en est tous très, très fiers et très conscients ici. Pourquoi est-ce qu'on parle moins d'art populaire? Peut-être on n'a pas non plus le recul à la fois dans je pense à notre art populaire français, l'art de la Bretagne par exemple, le recul géographique qui fait que peut-être un petit peu au fond de nous on a cette recherche d'exotisme qui n'est pas un jugement négatif quand je dis ça, mais ce recul géographique et ce recul aussi des fois de la distance dans le temps, mais tous, que ce soit loin, près, il y a des millénaires où, donc, comme Alexandre qui recherche des territoires vierges et dans le temps et dans l'espace pour rechercher des objets qui sont tous là, qui tous, à mon avis, concourent à... voilà, c'est ça pour moi, rendre hommage au pouvoir créateur de l'homme et dans les objets les plus modestes. Et la main. À ce sujet, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Anthony Meyer, qui me semble vraiment très très intéressant. On se demande est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est un artiste, on essaie de trouver une définition consensuelle dans laquelle
avec un certain nombre de critères dans lesquels on ferait entrer les choses. Ce qui me semble intéressant, c'est de voir que c'est l'idée que les gens... Moi, je ne dirais pas cet homme est un artiste. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il, lui, me dise qu'il est un artiste. Quand on a une certaine idée de ce qu'est la création, quand quelqu'un me dit trouver un objet, c'est le créer, mais ça m'intéresse bien plus que si il me disait créer, c'est fabriquer quelque chose d'inédit avec ses mains, par exemple. Trouver un objet, c'est le créer. Moi, je n'avais jamais pensé à ça. Et là, ça commence à m'intéresser, à m'intriguer, et j'ai envie de continuer. Moi, si on m'avait dit donne une définition de l'art, et puis on verra après quel collectionneur est artiste ou pas. Jamais il me serait venu à l'idée de dire qu'une collection de chaussures orthopédiques, ça pouvait être de l'art. Jamais. Mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement la sensation qu'on peut retirer d'une visite dans un endroit qu'Anthony a visité et qui ne laisse pas indemne, dont on se souvient toute sa vie. Moi, je passe mon temps à aller dans des installations d'art contemporain. Je pense que je serai, sur 100 que je vois, il n'y en aura peut-être pas une qui me fera autant d'effet que... Voilà. Bon. Donc, Alexandre Bernand parlait de défricher des territoires vierges. C'est très romantique. C'est pour ça aussi qu'on allait autrefois voir les sauvages, voir des terres inhabitées, intouchées. Nicolas Hulot joue là-dessus, le sauvage en Papouasie qui n'a jamais vu l'homme blanc. Il y a des ethnologues qui en ont joué aussi en partie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de défricher des choses que personne ne voit. Avoir l'œil, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de trouver de l'extraordinaire, de l'art dans des chaussures orthopédiques. Parce que s'il y a bien des choses laides, c'est les chaussures orthopédiques. Bon. Et je trouve ça, voilà, ça c'est défricher pour le coup. Ça c'est défricher un territoire vierge. Et ça me trouble parce que ce qui est toujours bien, c'est d'avoir une certaine idée des choses et au contact de gens, de milieux, de populations, revenir sur ces idées, apprendre des choses, penser à rebours. Et ça m'intéresse beaucoup parce que j'aurais jamais imaginé, de la même façon que prouver, ça pouvait être créé, j'aurais jamais imaginé qu'effectivement un temple de la chaussure orthopédique pouvait produire un effet comme ça. Or, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, la définition, on ne peut pas réifier. La valeur, elle n'est pas intrinsèque aux objets. Une petite fille qui court sous le napalm, c'est atroce, c'est affreux. Si c'est un photographe qui la prend en photo, ça peut faire un chef-d'œuvre. Voilà, une nature morte, c'est pas très beau, mais si c'est un nature morte qui est chez moi parce que j'ai laissé pourrir des trucs, ou si c'est peint par un artiste, c'est autre chose. L'objet, il change. Je passe mon temps à dire aux étudiants, vous n'êtes pas la même personne pour votre mère, pour votre petite amie et pour votre psychanalyste. Et pourtant, vous êtes tout ça à la fois, vous êtes pluriel. Donc, chercher une définition consensuelle de l'art qui répondra à des critères, c'est condamné, c'est un combat vain. Ça n'a pas de sens. Et on peut en parler indéfiniment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens me disent qu'ils sont artistes et pourquoi ils le sont. À partir de là, je n'ai pas à dire s'ils ont raison ou tort. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se pensent artistes. On a vu des collectionneurs qui ont 4 objets qui disent « Nous, on est collectionneurs. Moi, je suis collectionneur. » Ça aussi, c'est intéressant. Oui, si vous permettez. Pour continuer ce que vous dites, j'ai tendance à dire que l'art, c'est ce que je considère être de l'art. Absolument. J'ai une petite collection avec une quarantaine d'objets. Tous les matins, je suis content de la voir. Tous les midis, je suis content. Tous les soirs, je suis content. Et je peux regarder une statuette après l'autre. Dans celle-là, et alors ça, là, c'est passionnant. Il y en a qui sont très schématiques, comme en Afrique. Il y en a d'autres qui sont au contraire plutôt naturalistes, d'autres très très bien faites. Une habileté d'artisan extraordinaire. Et sur chaque statuette, je me dis, là, il a voulu faire comme ça. Il a pensé que ça serait mieux pour lui de faire comme ça. Même si c'est très stéréotypé, il a choisi de faire plus arrondi ou moins arrondi, plus grand ou moins grand. Là, je suis très content. Je suis en communion avec quelqu'un qui, il y a des décennies, il y a des milliers de kilomètres, a essayé de faire pour le mieux. Dans son coin, ce bonhomme-là a fait pour le mieux. Et il me donne ce qu'il a fait pour le mieux. Alors après, je peux résoudre mon problème en disant j'aurais préféré faire de l'aquarelle, j'aurais été un bon artiste, ou si j'avais pu résoudre le problème colonial, rien n'affiche. Là, c'est ce que moi je décide de l'art, et c'est que je pense que c'est comme ça pour n'importe qui. Voilà, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il y en a que j'ai payé cher, j'en ai honte. Il y en a que j'ai payé très très bon marché, j'ai honte de l'avoir payé si peu, et je suis content de l'avoir. Oui, c'est très intéressant.
Pardon, vous êtes en communion avec vous-même. Voilà. Pas franchement communion avec l'artiste. Et je pense que l'artiste, vous ne connaissez pas. Et qui peut vous dire que vous avez tort de penser ce que vous pensez et de ressentir ce que vous ressentez? C'est ça que je trouve très normatif. Je trouve que dans notre société, on a parlé tout à l'heure de jalousie. C'est des artistes, alors on est jaloux des artistes, on veut se poser en artiste. Mais c'est bizarre, cette sacralisation de l'artiste. Le sacré, il est là. On parlait du sacré, mais le sacré, c'est une construction occidentale aussi. Hein, Carmen disait qu'elle a des objets qui sont plus sacrés pour les gens, ils ont fini de servir dans le rituel, on les jette, bon, elle les récupère. Moi, je travaille dans une société pareille où les gens passent 1 an à faire un masque à plusieurs hommes. Le masque vient danser quelques minutes au village et c'est fini, il est brûlé. Sauf s'il y a un conservateur de Branly qui passe dans les parages, mais il y a peu de chance en Nouvelle-Bretagne. Voilà. Mais, et le sacré, et nous, alors, on est, les Soulkas chez qui je viens, c'est beaucoup dire, chez lesquels j'ai travaillé, seraient horrifiés de voir un de leurs masques au musée du Quai Branly. Il y en a un, ils seraient horrifiés. C'est un objet qui représente l'antithèse de toutes les valeurs pour lesquelles il a été créé. Ce masque, il devait être beau, frais, il devait sentir, il devait être odoriférant, faire du bruit, faire déplacer de l'air, faire des vibrations dans le sol, être vu de loin, au soleil, en mouvement. Et là, c'est une vieille chose inerte que vous voyez derrière une vitrine. Vous pouvez rester des heures alors qu'il fallait le voir que quelques minutes de loin. Oui. Les Soulkas, ils seraient atterrés. Pour eux, mais pour nous, c'est du sacré. On va parler d'objets, d'effigies, avec tous ces mots qui sont très impressionnistes, qui font bien, de croûtes sacrificielles, d'effigies d'ancêtres. Alors là, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est porteur. En tout cas, le sacré, c'est aussi une construction telle qu'il est présenté dans les musées. C'est souvent une construction occidentale, avec tous les fantasmes légitimes, hein, qu'on met dedans. On se transporte, évidemment. Voilà, le sacré, il est où on le met. Il y en a qui le mettent dans des... Voilà, je ne dis pas, mais... Il a fini sa fonction d'objet cultuel pour avoir une autre fonction, c'est celle d'être devenu un objet d'art. Voilà, absolument, il poursuit sa vie, oui. C'est notre société, parce que pour le papou, si le papou arrive à Branly, le binding, en l'occurrence, il arrive et il voit le bonbon ou le masque... Là, pour lui, c'est une poubelle. Il ne comprend pas pourquoi on montre des détritus. On est en train de montrer la décharge. Okay? Donc, il y a ça. En anglais, du one man's junk is another man's treasure. Okay? Le rebut de l'un et le trésor de l'autre. Oui, je voudrais aussi une autre approche pour montrer qu'on ne doit pas mettre nos propres catégories sur les autres objets. C'est la chose suivante. Souvent, lorsqu'il y a des visiteurs à l'exposition de cuillères, ils me disent depuis quand existent les cuillères. Alors bon, il y a une première réponse, c'est dire néolithique, paléolithique. Bon, on peut estimer qu'il y a de très beaux objets néolithiques, paléolithiques, bon, etc. Mais les grands singes utilisent eux aussi des coquillages pour boire. Hein. Bon, donc à partir de quel moment? Alors là, je pense à Mauss. Mauss, il a dit un objet devient un outil à partir du moment où la personne qui le tient est capable de le garder, de l'améliorer et de le transmettre. Hein. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important qui nous touche, puisque tout à l'heure j'ai insisté sur le côté du sens, hein, et qui touche aussi à ce que l'on peut appeler une élévation je dirais de la pensée qu'on peut appeler beau. Hein, mais je cherche à être exprès vague sur la définition du beau. Hein. Donc on ne sait pas si Lucie, il y a 3 millions d'années ou 2 millions et demi, elle avait des objets qui étaient... Hein, parce qu'ils ont disparu si c'était des objets périssables. C'est tout. Il n'y avait pas de raison de faire des cuillères en pierre si elle trouvait des coquillages. Je voudrais juste personnellement rajouter une dernière chose. Et ayant, Monique, je ne sais pas si tu as eu la même expérience que moi, mais dans la région Massim de la baie de Milne en Nouvelle-Guinée, on a posé la question avec Harry Barron, est-ce que vous pouvez nous montrer des choses artistiques au Papou? Montrez-nous de l'art. Et il y a une incompréhension totale. Parce que le mot en anglais, art, ou en français, mais là c'était en anglais, n'existe pas. La notion même de notre vision
de la définition du mot art n'existe pas. Par contre, si on demandait quelque chose de décoré, hop, il sortait avec tout ce qui était sculpté. Si on demandait un truc sculpté, hop, il sortait avec tout ce qui était décoré. Si on demandait un motif, ça arrivait. Mais si on leur demandait, montrez-nous des objets d'art, zéro. Donc, les sociétés, entre guillemets, primitives, n'ont pas cette notion artistique comme nous. Par contre, devant un sculpteur, il va y avoir foule. Passant, ça va venir, ça va s'arrêter, et puis ils vont dire, ah oui, mais non, tu devrais faire comme ceci, tu devrais faire comme cela. Ou alors, dis donc, il travaille bien, hein. Ou alors, moi je me souviens, il avait très très mal fait la pirogue d'un tel, moi j'en voudrais pas, moi je ne prendrais pas celui-là pour moi. Bon, donc il y a une notion de critique par contre, une notion de beau et pas beau, de réussi et de ne pas réussi. Mais il n'y a pas cette notion méta quelque chose qui s'appelle art chez nous. Donc on a énormément de mal à comprendre pourquoi nous le voyons et l'apprécions et eux non. Donc nous sommes dans des mondes totalement différents à mon avis. Voilà. En tout cas, l'appréciation du beau et la sélection le mouvement de sélection des collectionneurs pour savoir si les objets sont beaux, à mon avis, est rentré dans une nouvelle phase depuis assez récente, où j'ai l'impression que l'interprétation du marché qui consiste à dire que tous les petits objets ne se vendent pas parce que pour des raisons économiques, les gens qui les achetaient ne sont plus là. C'est pas vraiment ça en fait. C'est que je pense que il y a un tri qui est fait dans la production des objets qui nous arrivent entre ce qui vaut le coup d'être gardé et ce qui n'est juste que du matériel entre guillemets ethnographique. Et je dis ça de manière la plus neutre possible. Et donc, ça amène à un rejet de 90% des objets anciens et avec une survalorisation des 10% qui sont jugés beaux aujourd'hui. Mais l'appréciation du beau peut évidemment changer. Mais ça se voit de toutes les manières quand on voit l'évolution des catalogues, quand on voit les sélections de William Fagg. C'est pas vraiment ce qui ferait les couvertures de Sotheby's aujourd'hui.